être dépensé, c'est-à-dire remis en circulation pour que le premier emprunteur puisse le gagner, et prêté de nouveau, avec intérêt, ou bien investi. Les deux conditions qui devraient être remplies pour que tous les emprunteurs puissent rembourser le principal, plus les intérêts, et donc détruire véritablement leur dette, sont impossibles à satisfaire dans le système monétaire existant. Rien dans notre système monétaire n'interdit de reprêter l'argent créé à partir d'un prêt, et rien n'oblige les banques à dépenser leurs revenus d'intérêt pour qu'ils puissent être regagnés par les emprunteurs, ce qui leur permettrait de détruire leurs dettes. Alors, les banques préfèrent investir leurs revenus d'intérêt pour en tirer toujours plus de profit. Et les banques ne sont pas les seules à jouer ce jeu. Quiconque fait faire boule de neige à son argent pour que son butin grossisse toujours plus, le fait aux dépens des emprunteurs qui ne vont pas trouver l'argent requis pour payer leurs dettes, sauf en s'endettant encore davantage. Et c'est pourquoi, comme l'affirme si bien le dicton, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. L'argent dont les emprunteurs auraient besoin, aux échelons les plus bas de l'économie de production, est transféré au monde de l'argent virtuel, où tout ressemble à un immense casino. C'est un monde où les transactions ne sont guère que des chiffres, sur lesquels on mise pour gagner de plus en plus gros. Ces chiffres n'ont presque rien à voir avec la réalité. De nos jours, la plus grande partie de l'argent change de main dans l'économie du jeu, c'est-à-dire le marché d'échange, les instruments dérivés et les autres instruments financiers avec lesquels les banques et les fonds d'investissement jouent pour s'enrichir. En voici un exemple. Le total des transactions sur le marché mondial d'échange en une seule semaine est supérieur au total des transactions sur le marché mondial des biens et services durant toute une année. Cette énorme masse d'argent est utilisée continuellement par les spéculateurs qui misent sur les fluctuations des cours. Cet argent existe, mais uniquement dans l'économie du jeu. Alors, dans quelle mesure les intérêts, qui pèsent si lourd, sont-ils non remboursables? Pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir retracer avec certitude tout l'argent du monde. Mais comme il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la planète, dont la majorité gagne de l'argent, le dépense, l'emprunte et le prête, les transactions monétaires mondiales sont au moins aussi complexes que les flux des océans, et donc impossibles à retracer. Cependant, la tendance actuelle est claire. La même vieille histoire se perpétue. Les riches retirent de plus en plus d'argent de l'économie du jeu, où les simples emprunteurs n'ont guère de chance d'en gagner. Et la seule manière dont le système peut rester en place, c'est en créant toujours plus d'argent. Mais plus il y a d'argent créé sous forme de dette, plus le seul moyen de créer davantage d'argent est de créer de nouvelles dettes. Le moyen de le faire, c'est d'accorder des prêts ridiculement faciles à des emprunteurs nullement qualifiés ou de faire des dépenses gouvernementales massives en opérations de sécurité et de guerre, ou encore de renflouer les banques quand elles font faillite. Voyons maintenant comment le cycle d'un prêt joue sur le phénomène des expansions et des récessions économiques, c'est-à-dire sur le cycle économique. Voici les principales étapes du cycle économique. Tout d'abord, la dépense faite grâce au prêt stimule l'économie. Ensuite, une inflation se produit parce que l'argent créé déprécie la masse monétaire. Et enfin, la déflation suit au fur et à mesure que les remboursements détruisent graduellement le principal. Aussi longtemps que tous les cycles de prêts individuels ne se chevauchent pas, ces cycles peuvent produire un effet de plat
Ils peuvent créer une masse monétaire relativement stable et donc des prix relativement stables eux aussi. Mais il faut alors une croissance continue de la masse monétaire, au moins en partie, parce que l'argent requis pour payer les intérêts n'a jamais vraiment été créé. C'est le modèle sur lequel repose notre économie actuelle. L'art de gérer l'économie, étroitement défini comme l'art de parvenir à la stabilité des prix, consiste à éviter les spirales déflationnistes et à maintenir l'inflation à un niveau tel que le système ne craque pas. Si on examine le pouvoir d'achat du dollar américain en biens réels, au cours du siècle dernier, on voit immédiatement ce qu'est la soi-disant stabilité des prix. Le dollar a clairement perdu presque toute sa valeur, soit 96%, et il continue de perdre le reste très très vite. Alors il n'y a pas eu de stabilité des prix. Nul besoin d'avoir fait des études supérieures en psychologie pour comprendre comment le comportement humain influe sur ce cycle de prêts individuels menant au cycle économique collectif. Si un entrepreneur voit des possibilités d'investir et réussit bien en empruntant, d'autres feront confiance au système et voudront suivre son exemple. Et tout effet psychologique mis à part, si une entreprise prend de l'expansion en empruntant de l'argent, ses fournisseurs et ses distributeurs devront fort probablement emprunter eux aussi, sans quoi ils risqueront de perdre cette entreprise comme client. Le même effet de troupeau se produit quand le scénario est sombre, c'est-à-dire en période de contraction du crédit. C'est alors que les cycles de prêts individuels ont une tendance à s'aligner, plutôt qu'à être répartis au hasard. Et quand les cycles de prêts individuels s'alignent, le cycle à grande échelle, c'est-à-dire le cycle économique, émerge en raison de leurs effets cumulatifs. Alors résumons. À la suite de l'échange de promesses faites entre la banque et l'emprunteur, la société subit une inflation chronique et dépend des banques pour un apport grandissant d'argent afin de payer des intérêts qui deviennent impossibles à rembourser. Le résultat est un cercle vicieux d'accélération de la dette et de dépréciation de l'argent, menant à l'effondrement déflationniste de l'économie, suivi du chaos social ou de la guerre. Cette situation catastrophique s'étend à toute la société, causant partout des dommages. Au fond, nous sommes intoxiqués, mais pas à l'héroïne, au crédit. Pourtant, un jour viendra où notre capacité collective à emprunter et à rembourser tout ce crédit s'épuisera. C'est pourquoi le besoin existe de provoquer une expansion constante du crédit dans de nouveaux marchés, c'est-à-dire d'amener les gens, partout ailleurs dans le monde, à s'endetter toujours davantage. Aux États-Unis, en raison de cette expansion constante, le montant total de la dette pour 2008 a dépassé les 53 trillions de dollars, soit 5 fois le total des revenus annuels du pays tout entier. L'ensemble de la population est-elle satisfaite du système? Probablement pas, mais l'ensemble de la population n'a qu'une idée très vague des raisons du problème, c'est-à-dire du système hermétique de contrefaçon de l'argent et du pouvoir caché qu'exerce le système financier. Et les banques, comment s'en tirent-elles? Eh bien, en ayant seulement une toute petite fraction de l'argent qu'elles prêtent, les banques obtiennent des revenus d'intérêt massifs sur les prêts aux consommateurs et sur les hypothèques. De plus, en se servant de leur pouvoir de crédit pour acquérir de vastes portefeuilles d'actions de l'État et de sociétés, les banques s'approprient le contrôle du gouvernement et de l'industrie. Et enfin, en raison des inévitables défauts de paiement et saisies bancaires, les banques récupèrent des titres de propriété partout dans le monde. Enfin, quand tout va vraiment mal, c'est-à-dire quand les emprunteurs sont massivement incapables de rembourser leurs prêts et que les banques essuient d'énormes pertes, le gouvernement doit renflouer les banques avec des milliards de dollars